À l'UNESCO, le bras armé de l'ONU pour la culture et l'histoire. La caisse de résonance de la mémoire universelle. Comme tous les ans, l'UNESCO organise une journée mondiale de commémoration de l'esclavage. Mais dans les discours des orateurs, la traite décrite par Kessel, la traite vers le monde arabe, est absente. Je voudrais, au nom de l'UNESCO, vous remercier pour célébrer une des plus grandes tragédies de l'humanité, la traite négrière et l'esclavage. Depuis le Sénégal et depuis toute l'Afrique, des millions de personnes ont été déportées, non pas vers les Amériques, mais vers le monde arabo-musulman. Selon les dernières études, ils furent entre 15 et 17 millions. Cette traite a duré pas moins de 1400 ans, du 7e au 20e siècle. Une traite pourtant réduite à quelques légers pointillés sur la carte de l'UNESCO. Alors même que d'éminents historiens travaillent sur cette question. Salah Trabelsi est l'un des meilleurs spécialistes des traites musulmanes. Lui aussi est confronté régulièrement aux effets de l'ignorance. J'ai assisté récemment à un colloque au Maroc et un assistant donc au colloque qui a pris la parole pour dire écoutez, je ne comprends pas qu'on puisse en effet associer donc ou comparer l'esclavage en terre d'islam avec les autres formes d'esclavage, puisque chez nous donc les esclaves ont été toujours bien traités. Pourquoi le monde, l'Europe, les Arabes, ont-ils voulu oublier cette histoire? L'esclavage fut pratiqué depuis la nuit des temps par tous les peuples, égyptiens, romains ou grecs. Mais alors qu'en Occident, le christianisme y met fin, le monde arabe, lui, perpétue cette tradition. Au 7e siècle, tout s'accélère avec l'arrivée de l'islam et les conquêtes des troupes musulmanes qui contrôlent rapidement de larges territoires. On sait que justement dès le début de l'islam, la crise ou la pénurie de main-d'œuvre était criante et que là aussi la conquête donc avait aussi comme motif, parmi les motifs de la conquête, il y avait aussi ce besoin de capturer des hommes et d'en faire des esclaves, d'en faire justement une main-d'œuvre donc susceptible d'être engagée dans les différents chantiers donc qui allaient être mis en place. À partir du 7e siècle, dans l'ensemble du monde musulman, les esclaves sont très vite omniprésents. Leur place est même plus importante qu'on ne l'a longtemps pensé. Loin des clichés sur les courtisanes ou les serviteurs des sultans. La recherche aujourd'hui montre que les effectifs d'esclaves étaient plus importants et qu'il existait non seulement dans les demeures bourgeoises, mais qu'ils existaient aussi dans les campagnes, et qu'ils étaient employés non seulement en tant que travailleurs domestiques, mais aussi en tant que travailleurs productifs, sans parler de l'armée, etc. Il y a parallèlement à cela une réalité terrible qui est celle des esclaves qui travaillaient dans les mines, des esclaves qui travaillaient dans les chantiers hydrauliques, des esclaves qui travaillaient dans les mines de sel. Avec le développement de l'empire arabo-musulman, la traite s'organise. Comme la traite atlantique, elle est affaire de professionnels. De puissants trusts régissent ce commerce, comme ceux du Caire. Dès le Moyen-Âge et jusqu'au XIXe siècle, il existe même un syndicat des négriers qui négocie des commandes publiques avec l'État. Dans un monde musulman où toute la vie est régie par la religion, l'esclavage bien sûr n'y échappe pas.
Le Coran recommande, certes, de n'être pas trop dur avec les esclaves, mais il autorise cette pratique. L'esclavage n'est pas justifié du fait de la religion, mais la religion légifère sur l'esclavage. L'essentiel, c'est que c'est une société inégalitaire dans les faits, et cette inégalité est reprise dans les textes et légitimée par les textes, puisque le Coran parle en plusieurs termes des esclaves sans jamais remettre en question leur statut. Et le contraire eût été étonnant, parce qu'à l'époque, il était, dans le paradigme de l'époque, il est impossible de penser ces sociétés sans esclavage. En principe, l'islam n'autorise à réduire en esclavage que les non-musulmans. C'est ainsi qu'au cours des siècles, des centaines de milliers d'Européens, probablement 1 million, sont capturés. Mais l'Occident se défend. Comme les esclaves blancs se font rares, les musulmans se tournent de plus en plus vers l'Afrique. En Afrique, de nombreux Noirs sont musulmans. Or, on l'a vu, l'islam interdit de réduire en esclavage d'autres musulmans. Cette contradiction va être aisément surmontée. À mesure que le continent noir devient le principal réservoir d'esclaves, se développe un racisme qui justifie l'esclavage, comme dans la traite atlantique en somme. Il faut dire que bien avant que les chercheurs européens de l'anthropologie physique n'élaborent au XIXe siècle les théories raciales et fantaisistes que l'on sait, dans le monde arabe, on avait déjà figé dans le temps et de manière presque irréversible l'infériorité de l'homme nègre. Et cela par des érudits qui étaient respectés et très écoutés comme Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, grand lettré du XIVe siècle, qui pourtant écrit « Les seuls peuples à accepter l'esclavage sont les nègres, en raison d'un stade inférieur d'humanité, leur place étant plus proche du stade animal. » Il est sûr qu'il y a, et là justement j'ai montré qu'il y a beaucoup de qualificatifs, beaucoup toute une vision du noir, de l'esclave, comme un être inférieur, etc. Il y a plusieurs termes en arabe. Pour dire esclave, on dit abd. On va dire ghulam, zinji, on va dire aswad. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le terme de aswad veut dire noir. Hein? Zinji va également s'appliquer aux noirs issus de la région, donc de l'Afrique orientale. Donc, on va progressivement assister à ce que la connotation régionale ou ethnique devienne l'équivalent d'esclave. Hein? Et encore aujourd'hui, dans les sociétés maghrébines, à titre d'exemple, dans le sud de la Tunisie, plutôt que de dire noir, on dit un esclave, on dit abd. Au nom de ces théories, l'Afrique connaît 14 siècles de chasse à l'esclave. Des attaques menées par des soldats dans le cadre de guerre ou par des bandes armées aux ordres de marchands. Ces attaques, bien sûr, sont d'une violence inouïe. C'est le feu qui est mis dans les cases. C'est des attaques frontales, bien sûr, contre des populations démunies de défense. Et bien sûr, par la suite, bien sûr, c'est un arrachement donc de ces personnes à leur famille, à leur pays. Pour capturer un esclave, les assaillants tuent en moyenne 2 ou 3 personnes. Et dans les villages, il y a une marchandise que l'on recherche particulièrement. En tant que marchandise, bien sûr, l'enfant donc est plus à même d'être réadapté, d'être acculturé, d'être maîtrisé, hein, alors qu'un adulte, il aurait tendance à ne pas accepter sa servitude.
Une fois capturés, pour les esclaves, adultes ou enfants, commence alors un long périple. Pendant plus de 1400 ans, la traite suit quasiment les mêmes chemins. Si la route de l'Atlantique a laissé des traces dans l'histoire, le Sahara, lui, a effacé celle des esclaves. 7 millions de personnes y auraient transité sous la conduite de négriers appelés des galabes, des bouviers. On ne distingue pas les esclaves des troupeaux d'animaux. La traversée du désert vers le Maghreb ou le bassin du Nil dure d'1 à 3 mois dans des conditions terribles. Certaines études ont semblé montrer que c'est d'abord ce premier voyage à l'intérieur du continent qui est qui fait le plus de victimes. Seuls ceux qui étaient en très bonne santé pouvaient arriver au terme de la caravane. Manque d'eau, maladie, épuisement, 20 à 30% des captifs succombent. Une mortalité qui approche celle de la traite atlantique. Les esclaves sont également transportés par bateau vers la péninsule arabique ou le Caire. Jusqu'au XXe siècle, 8 millions de personnes auraient ainsi été déportées par la mer Rouge. Ils sont entassés dans des boutres, dans des conditions qui, là encore, n'ont pas grand-chose à envier aux navires négriers européens. Les survivants arrivent vers les marchés aux esclaves du Caire, de Bagdad, d'Istanbul, de la Mecque ou de Tombouctou. Là, une partie d'entre eux subit une terrible opération, la castration. Ce qui est triste à dire, c'est que les ateliers de castration, c'est que la nature de l'opération elle-même est une opération qui, malheureusement, laisse très peu de chance pour l'enfant châtré. Donc l'espoir de survie de l'enfant sont quand même assez minimes. Les opérations de castration faisaient périr entre 70 et 80%. Ça vous donne une idée du massacre. Ce qui explique le prix très élevé également de l'eunuque sur les marchés. Malgré sa cruauté, la traite orientale a duré jusqu'au début du XXe siècle, sans être remise en cause. On passe alors des dessins à la photographie. En 1880, des voyageurs anglais découvrent et photographient ces bateaux chargés d'esclaves. Les bateaux proviennent de l'île de Zanzibar, au large de l'actuelle Tanzanie. Depuis le XVIIIe siècle, ce comptoir arabe est devenu une plaque tournante du commerce. Zanzibar, c'est l'autre Gorée, une Gorée dont on parle peu et que l'on visite rarement. Chaque année, environ 15 000 esclaves sont parqués ici, dans des conditions épouvantables, avant d'être déportés vers l'Arabie, voire le Brésil. Ces photos prises à la fin du XIXe siècle donnent une idée d'une pratique ancestrale.
Ce cliché, tout aussi exceptionnel, montre des esclaves au travail, dans une plantation de clous de girofle. En 1830, 100 000 esclaves travaillent dans les plantations de Zanzibar. Ils sont soumis aux mêmes tâches qu'aux Amériques. La mortalité y est équivalente, car les mauvais traitements de la part des maîtres sont monnaie courante.